forum, c'est vraiment un temps fort de notre formation continue dans l'Académie d'Amiens. Donc merci d'être là. On ne peut faire évoluer les pratiques et les transformer que si on prend le temps d'échanger sur ces pratiques professionnelles. Voilà, donc ce thème de l'équité et de la réussite de tous, bien sûr, ne concerne pas que la discipline, c'est un thème d'actualité, mais il concerne bien entendu aussi la discipline, et je crois que c'est l'objet vraiment de notre journée. Il faut qu'on échange sur votre quotidien d'enseignant d'EPS, sur cette problématique de l'équité. C'est un thème, bien entendu, qu'on souhaite que tous les enseignants prennent à bras le corps et qu'ils soient intégrés dans les échanges autour de vos pratiques. Bon, vous savez que l'équité en EPS, ça peut prendre des formes très très diverses et variées. Il y a un certain nombre de paramètres. Bon, par exemple, la manière dont on s'adresse aux élèves, à quels élèves s'adresse-t-on prioritairement, quelle programmation d'APSA on propose à nos élèves, bien entendu, quel traitement didactique de l'activité leur propose-t-on, quelle démarche, quel contenu on intègre dans nos cycles et dans nos activités, quelle forme de pratique, bien sûr, on leur propose, et puis quelle procédure d'évaluation on met en œuvre pour garantir cette équité entre les élèves, entre les garçons et les filles, entre les élèves motivés et les élèves moins motivés, les élèves ayant beaucoup de ressources, ceux qui en ont moins, ceux qui ont des potentialités physiques et d'autres qui en ont moins, etc. On a des classes de plus en plus hétérogènes, c'est une banalité que de l'affirmer. Donc aujourd'hui, ces problématiques d'équité, vu l'évolution du public qu'on a en face de nous, devient vraiment essentielle. Et selon comment on se positionne sur l'ensemble de ces paramètres, ben finalement l'EPS qu'on propose à nos élèves varie sensiblement. Et on pense, et c'est là-dessus qu'on va travailler bien entendu, on pense que l'approche par compétences aujourd'hui, c'est pas la panacée, c'est pas une recette miracle, mais voilà, c'est une piste qui nous paraît prometteuse pour essayer d'avancer sur l'ensemble de ces paramètres. Alors je vais vous proposer quelques diapos. Vous avez la première qui est déjà à l'écran. Elles sont volontairement un petit peu provocatrices. Ne vous formalisez pas, on cherche à faire évoluer les pratiques. Donc on cherche aussi quelque part à bousculer un petit peu les pratiques courantes. Je pense que si on veut faire évoluer ces pratiques, il faut parfois les bousculer un petit peu. On sait que, bien entendu, c'est pas simple et que c'est un travail de longue haleine. Alors, je vais me centrer essentiellement sur l'évaluation. Mon intervention aujourd'hui sera sur l'évaluation et les validations. Comment peut-on être plus équitable dans nos évaluations? Et quand on dit évaluation, vous savez que derrière, il y a un certain nombre de procédures de certification, de validation, de notation, etc. Vous savez que l'évaluation aujourd'hui se diversifie autour d'un certain nombre de procédures qui sont complémentaires. On souhaiterait que les pratiques évoluent dans ce sens. Voilà. C'est un travail, encore une fois, de longue haleine. On souhaiterait que vous réfléchissiez sur ces paramètres et on vous y invite. Pour valider une compétence, on souhaiterait que les procédures soient essentiellement et quasiment uniquement centrées sur cette compétence attendue. Vous savez que les textes programmes aujourd'hui sont complets entre les fiches ressources et les référentiels, notamment pour le DNB en collège, mais aussi pour le bac. Donc des évaluations uniquement centrées sur ce qui est attendu en fin de cycle. On avait un petit peu tendance à vouloir évaluer beaucoup de choses à la fin d'un cycle, à vouloir évaluer trop de choses, et finalement on ne savait pas très bien ce qui était réellement acquis par nos élèves. Donc on vous demande aujourd'hui de vraiment centrer
restreindre votre évaluation à la compétence attendue, qui n'est pas tout ce qu'on peut apprendre dans une activité, qui est simplement un niveau de compétence attendue, donc qui cible bien un certain nombre de choses. Le choix des épreuves aujourd'hui est un choix fondamental pour les équipes. Les référentiels vous donnent une marge de manœuvre pour concevoir collectivement, bien sûr, dans une équipe, pour concevoir ces épreuves qui vont servir de support à votre évaluation. Ces épreuves doivent être conçues, construites, aménagées, réfléchies par rapport à la compétence attendue. Les enseignants de PS, globalement, de ce qu'on voit sur le terrain, sont encore trop frileux sur l'aménagement des épreuves. N'hésitez pas à aménager pour permettre aux élèves vraiment de révéler leurs acquisitions par rapport à la compétence attendue. On peut aller sur des situations très aménagées, à condition qu'elles ciblent bien les compétences attendues. Les indicateurs, là aussi, c'est un choix d'équipe. La réflexion aujourd'hui des équipes EPS doit être centrée sur ces paramètres-là. Sur quels indicateurs on se met collectivement d'accord? Quels sont les indicateurs qui nous parlent? Quels sont ceux qui nous permettent de bien être d'accord sur le fait que cet élève-là, il est bien dans le niveau de compétence qu'on attend à la fin du cycle. Les indicateurs donc doivent être lisibles, simples. Éventuellement, quand on dit lisible, c'est également par les élèves, bien entendu, par l'ensemble des collègues bien sûr, mais aussi par les élèves. Donc très peu nombreux, 2 ou 3 indicateurs nous paraissent suffisants. C'est ce qu'on a essayé de faire, on n'a pas toujours réussi, mais on a essayé de faire ça quand on a écrit les référentiels pour le DNB. On a essayé vraiment de se limiter dans le nombre d'indicateurs, mais qui soient par contre vraiment révélateurs de ce qu'on veut voir chez nos élèves. Rechercher une cohérence entre ce que je disais tout à l'heure, l'évaluation se diversifie aujourd'hui, donc on valide d'abord, c'est ce qu'on vous demande prioritairement, de valider des acquis, ça c'est vraiment prioritaire, mais ensuite on certifie, si on est au DNB, si on est au bac, si on est au BEP, au CAP, mais également on note. Alors vous savez que la procédure de notation n'est plus un passage obligé, sauf quand on est en certification, bien entendu. Donc en 6e, pourquoi pas en 5e et pourquoi pas en 4e, on vous rappelle que l'essentiel c'est bien de valider une compétence acquise. Et donc là on est dans une procédure binaire acquis ou non acquis. Par contre, au DNB, cette validation doit se doubler d'une notation. Bon, pour nous, il n'y a pas d'incohérence en tout cas entre les deux procédures. La diapo suivante. Alors là aussi, c'est une évolution qu'on souhaite vraiment impulser. On commence à y arriver avec l'approche par compétences. On cherche à relativiser la notion de performance. Aujourd'hui, on pense que les performances des élèves, elles sont essentiellement auto-référencées. Alors je vais relativiser mon propos un peu selon les activités, mais elles sont auto-référencées. Ce qu'on attend d'un élève en fin de cycle, c'est que vraiment il optimise une performance dans sa zone de performance possible. C'est-à-dire qu'on l'amène vraiment au maximum de la performance qu'il peut produire. C'est une performance donc par rapport à soi, c'est pour ça qu'on emploie le mot relatif, relativiser. C'est une performance dans un groupe aussi. On sait que dans un groupe, notamment dans une équipe de sport collectif, chacun ne contribue pas de la même manière et avec les mêmes moyens au résultat de la performance collective. Chacun y contribue, et c'est là vraiment l'essentiel. Et donc, quand on est dans l'évaluation d'une compétence et d'une performance collective, on peut imaginer que chaque élève y contribue à sa manière. La performance, ça devient un élément de différenciation dans le niveau de compétence, par contre, et pour la notation, ça peut être important. On sait que dans le niveau d'acquisition,
le niveau 2, par exemple, pour l'UNB, entre 10 et 20, on peut hiérarchiser, on peut discriminer les élèves, notamment en fonction de la performance. Donc la performance aujourd'hui, ça devient une condition qui reste nécessaire pour la compétence, mais qui n'est pas suffisante. C'est un élément constitutif de la compétence acquise et attendue. Voilà, et on souhaiterait, et là je passe commande, on souhaiterait avoir des images d'élèves qui sont réellement et objectivement dans un niveau de compétence en ayant une performance relativement faible. Voilà, je pense que les collègues aujourd'hui ont besoin de ce genre d'image qui montre et qui démontre qu'un élève est bien dans un niveau de compétence attendu sans avoir un niveau de performance extraordinaire. Dernière peut-être diapo, puis après on essaiera d'illustrer avec les résultats aux examens, de la bonne utilisation des référentiels. Cette notion de référentiel est un petit peu nouvelle, notamment en collège. Référentiel de niveau 2 pour le DNB, référentiel de niveau 1 à construire pour valider bien sûr les niveaux 1. Ce ne sont que des outils. Donc comme tous les outils, il faut les mettre en œuvre, il faut les exploiter, il faut les faire vivre, il faut les bricoler, il faut faire des choix. Alors, bien sûr, des choix, si possible, des choix d'équipe et des choix collectifs par rapport au même niveau de compétences attendu, qui reprennent un certain nombre d'indicateurs, j'ai dit tout à l'heure, qui aussi soient l'occasion de vous aider à vous positionner sur la validation des items du socle. N'oubliez pas, surtout en collège, bien entendu. Les équipes n'utilisent pas suffisamment encore la marge de manœuvre et la latitude qu'ils ont, notamment dans la conception, la construction de l'épreuve d'évaluation. Donc n'hésitez pas à aller encore un peu plus loin. Ça doit être aussi un outil d'harmonisation. C'est quand même un outil national, donc n'oubliez pas, il y a l'aspect national, niveau d'exigence, et puis il y a l'aspect local, comment ce niveau d'exigence nationale, on le traduit en fonction de notre contexte et de nos conditions d'enseignement. On souhaite bien sûr que les équipes, alors en lycée c'est déjà un petit peu dans les mœurs, en collège on souhaite que les équipes travaillent sur leurs résultats aux certifications. Vous avez déjà le résultat du DNB 2013. Analysez ces résultats, bien sûr par rapport aux différences garçons-filles, par rapport aux moyennes dans chaque activité. C'est aujourd'hui un élément de pilotage sur lequel il faut absolument s'appuyer. Donc analysez vos résultats et à partir de là, faites éventuellement bouger les lignes de vos programmations. Il y a peut-être des résultats assez faibles dans certaines activités, on allonge les cycles, on programme l'activité différemment, on modifie les contenus d'enseignement dans le cycle, on fait évoluer nos grilles et nos outils d'évaluation à partir du référentiel, on fait bouger les lignes à partir de l'analyse des résultats dans chaque activité qui sont programmées, et bien sûr en analysant à la fois les moyennes globales, mais aussi les résultats des garçons et des filles notamment. Donc on vous invite effectivement à réfléchir sur vos résultats. C'est un petit peu nouveau au collège. Bon, on a déjà 2013, on aura 2014 bientôt. Donc voilà, c'est un élément de pilotage de la discipline au collège qui nous paraît essentiel. Voilà, pour illustrer ces propos, on souhaitait quand même vous faire un petit retour. Alors c'est un peu en marge du thème de la journée, mais on souhaitait vous faire un petit retour à partir des résultats du DNB 2013, pour vous donner quand même une photo au niveau académique des résultats que l'on obtient en EPS. Donc c'est Vincent Aubert qui va traiter le DNB. Donc bonjour à tous. Là, donc, suite à la mise en place du référentiel DNB,
Donc nous disposons cette année pour la première fois de statistiques à l'échelle académique. Ce bilan statistique, en préambule, je voulais les situer, il correspond aux résultats de 144 établissements sur les 210 que compte l'Académie, sur les 210 collèges. Ce sont les résultats dont nous disposions au mois de juillet. Il manque un certain nombre d'établissements qui n'avaient pas rempli les notes sur le fichier qui avait été demandé. Donc un effort sera rappelé pour que l'année prochaine, un plus grand nombre d'établissements puissent répondre pour que les résultats soient encore plus justes. Comme l'a rappelé Joël Dugal, vous avez tous les établissements ont reçu le bilan statistique avec les tableaux. Donc si vous n'avez pas vu les documents, vous pouvez les demander à vos principaux. Et donc, par rapport à la thématique de la journée sur l'égalité, notamment, cette mise en place des référentiels vise une certaine équité. Et donc, les statistiques que je vais vous présenter montrent quelques petites disparités sur lesquelles un groupe collège a été créé pour éventuellement faire des propositions pour remédier à certains écarts qui pourraient sans doute être améliorés. Donc la première des choses, c'est la moyenne académique qui est de 13,63, avec une grande disparité au niveau du territoire, puisque la moyenne la plus basse, elle est de 10,58 pour un établissement, et ça peut aller jusqu'à 16,06. Donc il y a 6 points d'écart entre l'établissement le plus bas et l'établissement le plus haut. À côté de ça, donc, on note les 3,88% d'inaptes. Ce sont des élèves qui n'ont eu aucune note dans les différents documents qui ont été rendus. Et à côté de cela, il y a un pourcentage de 8,7% d'élèves qui sont considérés comme inaptes partiels et qui donc ne présentaient que 2, voire une seule note dans les différents résultats. Par rapport à cette problématique des élèves inaptes, il faut noter, donc c'est sans doute un élément sur lequel il faudra retravailler pour les collèges, avec la mise en place de ces référentiels, c'est qu'aucune épreuve adaptée n'a été signalée. Et donc il faudra sans doute réfléchir à la proposition d'épreuves adaptées en collège pour prendre en charge ces élèves inaptes pour qu'ils puissent à un moment donné répondre à la certification. Donc la programmation dominante qui ressort de l'enquête, c'est donc le demi-fond, l'acrosport et le badminton. Donc ces 3 activités sont très fortement représentées. J'ai voulu aussi remontrer que les 3 activités académiques ont été présentes dans les évaluations, mais par contre que 2 activités de la liste nationale, dans les résultats obtenus, ont été complètement oubliées, donc délaissées, le canoë-kayak et la gymnastique rythmique. Et donc dans la continuité de ces résultats, par rapport à la thématique de la journée, donc il y a 13,63 de moyenne au niveau académique, mais avec une moyenne pour les filles de 13,11 et une moyenne pour les garçons de 14,15, donc un écart de 1,04 points au bénéfice des garçons. Et juste donc à titre d'illustration, si on le place par rapport aux différentes compétences propres, la compétence propre numéro 3, elle est favorable aux filles, mais donc sur un écart de 0,39, alors que la CP4, elle est favorable aux garçons, pour un écart de plus de 2 points, avec 2,09. Quand on regarde les statistiques générales, on retrouve une moyenne équivalente par CP, chaque compétence propre. Si on le prend sur la globalité, on est sur une moyenne de 13,54, 13,48, 13,36 et 13,37. Donc il y a très peu d'écart par CP. Par contre, au sein de la compétence propre, et notamment de la compétence propre numéro 4, il y a un écart qui se creuse vis-à-vis des autres compétences propres. Donc, est-ce que ça provient de la construction des référentiels? Est-ce que ça provient à un moment donné de la façon dont nous traitons les élèves? Donc il va falloir repenser, ça fera partie un peu, je pense, de l'intervention de Cathy tout à l'heure sur la gestion de la mixité dans les cours de PS. Les derniers éléments sur lesquels je voulais revenir, donc c'est les éléments liés à la validation. Il y a donc 89%
des garçons qui ont validé le niveau 2 et 83% des filles qui valident le niveau 2. Cette validation, elle a été située pour tous les élèves en fait, qui ont obtenu une note supérieure à 10 sur 20. Hein. Et donc, par rapport à ce constat au niveau statistique, on se rend compte que les filles ont plus souvent des notes inférieures à la moyenne. Et donc, si je prends les résultats, il y a 12,41% des filles qui ont sous la moyenne, contre seulement 7,61% des garçons. Et à l'inverse, donc, il y a beaucoup plus souvent. Donc il y a beaucoup moins souvent des filles qui ont des notes supérieures à 15. Et dans ces statistiques, il n'y a que 25% des filles qui ont des notes supérieures à 15 contre plus de 40% des garçons. Et donc là, ça engage aussi sur la deuxième intervention de la matinée qui sera faite par Coralie sur la notion d'estime de soi, je pense. C'est quelle image on renvoie à un moment donné aux filles en EPS en leur renvoyant donc par rapport à ces résultats qui ont été abordés sur le diplôme national du brevet.